Maintenant, je vais commencer. Le vrai sujet du cours, c'est la notion de structure de Hodge. Et le gros avantage, le gros intérêt de cette notion, c'est que c'est une notion qui vient de l'algèbre linéaire. L'algèbre linéaire, on peut dire, c'est ce qui peut se faire de plus simple en mathématiques. Donc je vais vous donner la définition, mais en fait, ce n'est pas ça qu'on va faire aujourd'hui. Après, on va un peu planter le décor, c'est-à-dire expliquer d'où vient cette notion, en partant de la géométrie complexe, de la géométrie algébrique. Et donc, je veux expliquer les différentes sortes de géométrie qui vont aboutir à l'étude de ces objets-là. Donc, une structure de Hodge, on se fixe un point. Pardon, je vais d'abord continuer quand même à étoffer légèrement l'introduction. Les structures de Hodge telles que je vais les définir tout de suite, ce n'est pas suffisant. Il faut pour obtenir vraiment des résultats intéressants, il faut raffiner les choses. Donc, il y a la notion de polarisation qui est extrêmement importante. Et donc, c'est celle qu'on va rencontrer lorsqu'on va faire l'étude des structures de Hodge dans le cadre de la géométrie algébrique. Là, c'est les structures de Hodge qu'on rencontre dans le cadre de la géométrie keylérienne. Et il y a un autre raffinement, on peut dire, qui est qui est aussi crucial. C'est la notion de structure de Hodge mixte. Alors, en fait, on reste toujours essentiellement dans le cadre de l'algèbre linéaire. Je devrais ajouter ici quelques noms. L'étude des structures de Hodge a été, en particulier avec ces notions de polarisation, a été vraiment dégagée par Griffiths. Tandis que la notion de structure de Hodge mixte a été développée par Deligne. Donc, là, je donnerai aujourd'hui juste la définition d'une structure de Hodge et par la suite, on va utiliser, on va introduire ces notions plus sophistiquées. Parce que le cours, à un moment donné, va se développer suivant deux lignes. Enfin, ou plutôt, il va y avoir d'abord une première partie, et ensuite une seconde partie. Une partie, ce sera, on va dire, à quoi ça sert. Et c'est assez remarquable parce que ce sont cette définition que je vais vous donner là, qui a l'air assez simple, elle permet de poser énormément de restrictions sur la topologie des variétés. Alors d'abord keylérienne, si on prend la structure de Hodge comme ça, basique, et puis si on met ces raffinements, on va avoir les variétés projectives. Et là, l'usage des structures de Hodge mixte va permettre justement de comprendre aussi mieux la topologie des variétés, donc plus algébriques, mais plus forcément projectives et même plus forcément lisses. Donc, on va mettre quasi-projectives singulières. Alors, c'est assez remarquable parce que c'est essentiellement des raisonnements d'algèbre linéaire qui vont, et l'exploitation de cette notion, qui vont nous amener, nous apporter ces restrictions. Et l'autre, donc ça sera donc une partie importante du cours. Et l'autre chose, la suite, les trois dernières séances seront plutôt consacrées aux aspects qualitatifs. Et là, ça concerne
Bon, je vais essayer d'expliquer aujourd'hui ce qu'il y a dans une structure de Hodge, la quantité d'informations que ça contient sur une variété, mettons, variété kählérienne complexe ou variété projective. Les aspects qualitatifs, c'est l'idée qu'en regardant les structures de Hodge associées à une variété algébrique, on devrait pouvoir dire énormément de choses sur ce qu'on appelle la théorie des cycles algébriques. Bon, ça c'est un des aspects. Donc ça c'est vraiment des propriétés venant de la géométrie algébrique, d'une variété algébrique. Donc là, la théorie des structures de Hodge, a priori, c'est quelque chose qui va faire intervenir des données venant de deux domaines. L'un, la topologie algébrique, où on regarde notre variété comme espace topologique. L'autre, c'est la géométrie complexe, où on regarde notre variété comme variété complexe. Donc c'est avec ces deux données qu'on va fabriquer cette structure de Hodge. Donc il y a déjà un aspect qualitatif évident, c'est que la structure complexe va être reflétée dans la structure de Hodge. Mais bon, il y a il y a un système de corrélation entre les informations qu'on lit sur la structure de Hodge et la théorie des cycles algébriques, où on regarde non seulement notre variété, mais toutes ces sous-variétés algébriques. Et on essaye de comprendre un petit peu, faire de la topologie algébrique en regardant uniquement les sous-variétés algébriques. Alors il y a toute une partie dans cette... j'ai dit qu'il y avait une corrélation. Dans un sens, on sait très bien comment ça marche. C'est comment la théorie des cycles algébriques influe sur l'allure de nos structures de Hodge. Et dans l'autre sens, essentiellement, il y a très grosses conjectures qui sont le nom de Hodge et Grothendieck associés à ces conjectures, et puis aussi les noms de Bloch et Benningsen. Donc c'est comme ça que le cours va marcher. Donc aujourd'hui, d'abord, je pars avec la notion de structure de Hodge. Donc, une structure de Hodge. Alors, je peux mettre entière, mais en fait, je pense que dans ce cours, c'est vraiment une structure de Hodge rationnelle qui vont être importantes. Donc, de poids K, eh bien, c'est la donnée de L. Alors, dans le cas entier, ça sera un réseau. Donc, un réseau, c'est un groupe abélien libre, hein, donc c'est un Z puissance n, hein, ou bien un Q espace vectoriel de dimension finie. Non, ça, c'est le cas rationnel. Bon. Et maintenant, la donnée de la structure de Hodge, c'est que je me donne sur l'espace complexifié, LC. Donc ça, c'est L tenseur C. Hein. Là, les objets de mon réseau, de mon Q espace vectoriel, on prend une base, c'est des choses qu'on écrit, une base EI, c'est des choses qu'on écrit sous la forme sigma de alpha I EI. Dans le cas entier, les alpha I sont des entiers. Dans le cas rationnel, les alpha I sont des rationnels. Et quand on prend le complexifié, eh bien, on va autoriser les alpha I à être des nombres complexes. Et donc, la donnée de la structure de Hodge, c'est la donnée de la décomposition de Hodge. On va décomposer notre espace vectoriel complexifié, va s'écrire comme une somme directe, plus de LPQ pour P plus Q égale K. Donc, une décomposition en tant que ces espaces vectoriels. Ici, ça veut dire que ce sont des sous-espaces vectoriels des LC. Et la propriété cruciale, c'est que ce qu'on appelle la propriété de symétrie de Hodge, qui dit que si je prends le conjugué complexe de LPQ, c'est LQP. Donc voilà, c'est tout. C'est la définition d'une structure de Hodge.
Donc, en fait, bon, ce que je veux expliquer aujourd'hui, j'espère y arriver, c'est comment on exhibe ce type d'objet en regardant la cohomologie des variétés kehlériennes compactes. Donc, en cours de route, j'expliquerai évidemment qu'à l'intérieur des variétés kehlériennes compactes, on a les variétés projectives complexes qui sont plus importantes pour ce cours et en particulier pour tout cet aspect. Quand je dis ici à quoi ça sert, je devrais ajouter comment ça marche. En fait, il y a une chose très importante avec ces structures de Hodge, c'est que c'est ce qu'on appelle les fonctorialités, le caractère fonctoriel. En fait, ce qui se passe, c'est que les morphismes de structures de Hodge, pour des raisons absolument formelles, on va voir que ça s'identifie à ce qu'on appelle des classes de Hodge, et conjecturalement, ces classes de Hodge viennent de cycles algébriques, etc. Et c'est là qu'on voit que ces objets qui ont l'air un peu déconnectés de la géométrie, c'est plutôt quand on regarde au niveau de leurs aspects fonctoriels qu'on voit qu'elles vont refléter la réalité de la géométrie. Donc, il faut vraiment se dire, bon, ben, j'ai un objet qui vient de l'algèbre linéaire, qui est fabriqué, qui vient très profondément de la géométrie. Et quand j'ai cet objet, je n'ai pas perdu de vue la géométrie parce que si je regarde les fonctorialités de cet objet, c'est-à-dire les morphismes de structure de Hodge, eh bien là, en fait, je suis censé retrouver des objets qui viennent, c'est censé venir de ce qu'on appelle des correspondances entre variétés, donc des classes de cycles sur des produits. Donc c'est pour ça que ce sujet qui peut être traité de façon interne à l'algèbre linéaire, en fait, ne nous éloigne pas tant que ça de la géométrie. Alors, bien sûr, derrière, il y a la conjecture de Hodge, donc il y a tout un aspect conjectural. Bon, donc ça, c'était plus ou moins l'introduction. Et maintenant, eh bien, je vais un peu... je vais un peu planter le décor. Là, je vous ai dit de quoi on allait parler. Ça, ce sont des objets tout simples, tout bêtes, mais il faut voir que l'arrière-plan géométrique est quand même assez... il y a beaucoup de choses derrière. Et donc, je vais essayer de faire une espèce de cours en accéléré. Ceux qui veulent vraiment apprendre le sujet que je vais raconter aujourd'hui sous une forme très accélérée doivent suivre le cours de Junian, qui est quelque part d'ailleurs, voilà, qui va expliquer avec infiniment plus de détails comment on obtient les structures de Hodge associées à des variétés kehlériennes compactes. Alors, donc le sujet général, c'est très général, encore plus général. Qui arrive avant ces catégories plus restreintes de variétés kehlériennes et variétés projectives, ce sont les variétés complexes. Donc les variétés complexes, on se donne un espace topologique raisonnable. Bon, donc séparé, séparable. On ne veut pas avoir de choses exotiques. D'ailleurs, la plupart du temps, on va s'intéresser à des espaces qui sont une variété compacte. Donc, c'est une variété complexe. Si c'est muni d'un système de cartes qu'on appelle un atlas. Ça n'importe
pas grand-chose de dire qu'on appelle ça un atlas, mais bon. Donc ces cartes, ce sont des ouvers, ça veut dire que c'est recouvert par des ouvers UI, donc contenus dans X. Mini d'homéomorphisme. Ce sera une variété complexe donc, de dimension n. Alors il faut faire attention que cette dimension, c'est la dimension complexe. Ces variétés complexes vont être en particulier des variétés réelles, mais bon, ça veut dire que dans ce cas-là, on utilise que Cn, c'est la même chose que R2n, donc la dimension réelle, en fait, c'est 2n. Et bien sûr, il y a une condition. Donc, alors, ces phi, vous voyez, sur Cn, bon, on a ce qu'on appelle les coordonnées linéaires. Donc, via les phi, donc on tire en arrière ces fonctions, et donc on dit que les tirés en arrière de ces fonctions donnent des coordonnées locales holomorphes sur X, sur les UI. Et donc, la condition importante pour avoir une variété complexe, c'est la chose suivante. En général, là, ce que je suis en train de définir, c'est juste une variété topologique. On demande les phi, là sont des homéomorphismes, et on demande que toute la définition va être contenue dans la contrainte qu'on met sur ce qu'on appelle les difféomorphismes de changement de carte, ou homéomorphismes de changement de carte. Donc ces choses-là, c'est défini sur phi de UI inter UJ. Donc ça, c'est un ouvert de UI. Et donc, on demande que... donc, ce truc-là, c'est contenu dans VI. Donc, c'est un ouvert de VI, donc c'est un ouvert de CN. Et donc, on va de cet ouvert de CN dans VJ, qui est lui-même contenu dans CN. Donc, maintenant, ça a un sens de demander que ces difféomorphismes de changement de carte soient holomorphes. Donc, holomorphe, différentiel C linéaire. Alors, donc vous voyez, la théorie des variétés, on commence, c'est toujours comme ça, on couvre notre espace par des ouverts, et puis le type de variété auquel on va s'intéresser va dépendre essentiellement de ce qu'on va mettre autorisé comme difféomorphisme de changement de carte. Ici, c'est une sorte de régularité maximale, presque maximale qu'on demande, c'est juste holomorphe. En un certain sens, la théorie des variétés algébriques, on demande beaucoup plus, ça va être on va se restreindre de la catégorie holomorphe à la catégorie algébrique. Alors donc, ce qui est important pour nous, c'est que sur une telle variété, donc, on a ce qu'on appelle le faisceau des fonctions holomorphes. Qu'on appelle OX. Ça veut dire que quand on prend un ouvert de X, eh bien, on sait définir OX de U, qui est l'ensemble des fonctions holomorphes sur U. Alors, comment c'est défini? On regarde dans les coordonnées locales. Donc, F est holomorphe sur U, si et seulement si. Alors, F rond phi moins 1 est holomorphe sur, alors il faut mettre VI intersecté avec phi inter U. Bon, ça veut dire qu'on se place sur U, on redécoupe notre U en se plaçant dans les intersections de U avec les divers ouverts UI du recouvrement. Sur chacun des ouverts, c'est comme si on était sur CN via ces coordonnées holomorphes locales.
Et donc à ce moment-là, on a une fonction qui est définie sur un ouvert de Cn, et on sait ce que c'est qu'une fonction holomorphe sur un ouvert de Cn. Alors, une chose importante, bien entendu, c'est que cette définition est cohérente au sens où, pour vérifier que la fonction est holomorphe en un point, il suffit de regarder un ouvert de carte, parce que si on change de coordonnées, donc si on a cette chose-là qui est holomorphe, bon, là où c'est défini, ça équivaut au fait que cette fonction soit holomorphe dans un autre système de coordonnées, là où les deux sont définis, quoi. Et la raison, c'est que ces deux objets-là, donc qui sont des fonctions sur des ouverts adéquats de Cn, diffèrent par, on va appeler ça GI. Grosso modo, c'est GI composé avec les difféomorphismes de changement de carte. Bon, je sais jamais s'il faut mettre phi GI ou phi. Mais là, par définition, c'est holomorphe. Voilà. Donc, c'est holomorphe inversible. Donc, l'une est holomorphe si et seulement si l'autre est holomorphe. Donc, on ne va pas rencontrer des incompatibilités avec des définitions qui ne coïncident pas selon les coordonnées qu'on choisit. Donc, on a ce faisceau et de façon... donc, on peut parler de fonction holomorphe sur une variété complexe. Alors, il y a une chose que je voudrais ajouter. Si vous n'aimez pas les fonctions holomorphes, vous pouvez vous souvenir que holomorphe, alors essentiellement, c'est la théorie des fonctions holomorphes et du Cauchy. Holomorphe, c'est la même chose qu'analytique complexe. Ça veut dire que vous regardez votre fonction définie sur des ouverts de Cn. Alors, localement, sur ces ouverts, et qu'il faut restreindre au voisinage de chaque point, notre fonction s'écrit comme la somme d'une série analytique des variables holomorphes ZI. Mais alors, il y a une autre chose qu'il faut savoir également venant des travaux de Cauchy, c'est que ces fonctions holomorphes satisfont le principe du maximum. Et donc, le principe du maximum, ça dit que si une fonction holomorphe est telle que, donc si une fonction f holomorphe est telle que le module de cette fonction atteint son maximum en un point x, alors elle est constante au voisinage de x. Alors, ça, c'est un gros problème parce que, comme je l'ai dit à un moment donné, c'est quand même surtout les variétés compactes qui nous intéressaient. Donc, il dit variété compacte dit qu'une fonction holomorphe, le module d'une fonction holomorphe atteindra toujours son maximum. Et du coup, la fonction va être localement constante au voisinage du maximum. Et si notre variété est connexe en plus, eh bien, on va en déduire que les fonctions holomorphes sont constantes. Voilà. Comme ça. Et donc, on peut dire que ça,
ça justifie en soi le langage de la théorie des faisceaux par opposition à ce qu'on fait en géométrie différentielle. On regarde les fonctions définies sur une variété, on en a bien assez. Mais ici, on est dans une situation où on a plein de fonctions définies localement. Localement, on a des coordonnées. Comme j'ai dit, on a le droit de prendre toutes les fonctions, les séries analytiques convergentes des coordonnées. Donc, on en a bien assez. Mais globalement, on en aura très peu. Donc c'est pour ça que l'objet qu'on va considérer, c'est plutôt le faisceau des fonctions. Alors, un peu pour les mêmes raisons, c'est plutôt moins les fonctions que les fibrés vectoriels qui vont aussi être importants en géométrie complexe. Bon, donc un fibré vectoriel holomorphe, c'est c'est quelque chose qui est fibré au-dessus de. Notre X maintenant est une variété complexe. Le E, vous imaginez, mettons que l'espace total soit une variété complexe, mais ça va être un peu évident d'après la définition. Donc, en tout cas, c'est quelque chose qui est fibré. Donc, il va y avoir un rang K. Ça va nous dire que E est localement, mettons homéomorphe si vous voulez, alors c'est au-dessus de X à U croix CK. Quand je dis au-dessus de X, ça veut dire que ici j'ai ma projection pi, je prends mon homéomorphisme, ici je compose avec la première projection, et bien je dois obtenir la même chose. Donc voilà, et donc ce qu'on demande, c'est que alors donc là on va appeler ça phi-u, ça s'appelle des trivialisations locales. Et la condition qui fait que j'obtiens bien un fibré vectoriel holomorphe, c'est que maintenant, au-dessus de, si je me donne U ici et V, au-dessus de l'intersection U inter V, je vais avoir deux trivialisations et je veux les comparer. Eh bien, la condition, ça sera que phi V rond phi U moins 1, donc qui va aller de CK, de U inter V croix CK dans U inter V CK, c'est quelque chose qui est linéaire en cette variable. C'est pour ça qu'on parle de fibré vectoriel. C'est une famille d'espaces vectoriels accrochés au-dessus de chaque point. Et ça prend la forme. Donc il y a un point X de la base et un vecteur E dans la fibre. Eh bien, on va associer le même point X. Tout ça est au-dessus de X. Donc normalement, en général, on oublie ça. Et ici, c'est MUV de X appliqué au vecteur E. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Et ce qui est important ici, c'est que le MUV, donc ça veut dire que c'est linéaire en la fibre. C'est en ce sens qu'on a une famille d'espaces vectoriels. Et ces matrices-là sont une matrice, bien entendu, inversible. Sinon, ça ne serait pas, parce que ça doit être au total une bijection qu'on obtient. C'est une matrice inversible qui est holomorphe en X. Voilà, donc c'est ça qui contient toute l'information sur qui nous dit que notre fibré vectoriel est un fibré vectoriel holomorphe. Si j'avais mis, par exemple, des fonctions, des matrices, par exemple, tout simplement de fonctions continues, eh bien, j'obtiendrais un fibré vectoriel complexe continu. Alors maintenant, là, je voudrais signaler l'importance toute particulière qu'ont en géométrie algébrique les fibrés en droite.
fibrés en droite holomorphes qui sont les fibrés vectoriels holomorphes de rang 1. Donc parfois on les appelle aussi inversibles, pour la bonne raison qu'il y a une structure de groupe donnée par le produit tensoriel sur les fibres vectorielles holomorphes de rang 1. Et si vous prenez le dual d'un fibre vectoriel de rang 1, eh bien, parfois on le note aussi comme ça, parce que c'est l'inverse de ce fibré pour cette structure de groupe. Alors, je voudrais dire 2 mots sur pourquoi ces fibrés inversibles sont particulièrement importants. Comme je l'ai dit, en général, si on prend une variété si on prend une variété complexe compacte, les fonctions holomorphes sur cette variété sont constantes. Et donc, par contre, on peut avoir X complexe compact, on va avoir des tas d'exemples de ça. Donc les fonctions holomorphes sont constantes ou localement constantes. Bon, on va mettre constante. Mais maintenant, en général, c'est parce que ce qui va se passer en géométrie algébrique, il existe beaucoup de fonctions rationnelles. Alors on va dire méromorphes, puisque pour l'instant on n'est pas en géométrie algébrique. Des fonctions méromorphes, ce sont des fonctions qui sont holomorphes en dehors de leur domaine de définition, mais qui peuvent prendre des valeurs infinies, c'est-à-dire qu'on autorise des pôles. Une autre manière d'écrire les fonctions méromorphes, ce sont des fonctions qui sont localement de la forme f sur g, où f et g sont holomorphes. Alors là, il y a un petit mystère. On a ces fonctions qui n'admettent pas de fonctions holomorphes. C'est une variété qui n'admet pas de fonctions holomorphes globalement définies et non constantes. Pourtant, à l'aide de fonctions méromorphes qui sont globalement définies, on voit apparaître des fonctions holomorphes. La raison pour laquelle il n'y a pas de paradoxe, c'est que le f n'est pas unique ici. Et donc, ce qui se passe, la seule chose qui est uniquement définie, bien sûr, c'est le quotient f sur g. Donc, ça veut dire que je peux multiplier f par une fonction inversible. Donc, bien entendu, là, je prends des fractions, comme on dit, réduites. Je veux qu'il n'y ait pas de facteur commun entre les deux fonctions holomorphes f et g. Et à ce moment-là, le f et g sont définis à multiplication près par des fonctions holomorphes inversibles. Si, inversible, c'est-à-dire à valeur dans C étoile. Donc, psi, et c'est là qu'on va voir apparaître naturellement fibré en droite holomorphe. Voilà. Donc en fait, on peut le dire comme ça. Alors là, j'ai écrit localement f sur g, ça serait bien mieux de dire, de préciser, mettons localement sur les ouverts UI d'un recouvrement. Voilà, on écrit phi égale fi sur g. Et en fait, les fi sont à voir. Alors peut-être justement
là, on peut être un peu plus précis, justement, sur UJ. On se donne encore une autre écriture comme ça, phi égale FJ sur GJ. Et à ce moment-là, on va avoir quelque chose du genre FJ égale psi IJ FI. Bon, je ne sais jamais dans quel ordre il faut mettre les indices. Et les FI sont à voir comme des sections du fibré inversible L définies par les fonctions de transition FIG. Alors là, je ne l'ai pas dit, ces matrices inversibles, ça s'appelle les matrices de transition. Alors, dans le cas de rang 1, bon, là, les matrices de transition pour d'un fibré vectoriel de rang K, ce sont des matrices KK. Et dans le cas d'un fibré en droite, eh bien, ces matrices, c'est juste la donnée d'une fonction. Mais comme ça doit être inversible, c'est une fonction à valeur dans ces étoiles. Donc, lorsqu'on résout ce problème, oui, alors attendez, c'est pas FIG, c'est PSIG. Voilà, donc vous voyez, simplement, c'est de la considération tout à fait donc pratique de ce problème, nous mène vraiment à nous focaliser sur les fibrés vectoriels, surtout fibrés vectoriels en droite, sur les variétés complexes. Donc, ah oui, je peux peut-être quand même ajouter un mot sur ces fameuses sur ces matrices de transition. On ne peut pas les choisir n'importe comment. Il y a ce qu'on appelle la condition de cocycle. Bon, c'est la condition c'est une condition de cohérence. Vous voyez ce qui se passe, on a U, on a V, et puis on a W. Donc, lorsque je change de trivialisation entre U et V, je vois apparaître une matrice de transition MUV. Pareil, entre V et W, j'ai une nouvelle matrice de transition. Ce que dit la condition de cocycle, c'est que quand j'applique ma matrice de transition pour passer dans cette trivialisation-là, puis quand j'applique ma matrice de transition pour arriver à cette trivialisation-là, c'est la même chose que ce que j'obtiens en passant directement de cette trivialisation à celle-ci. Donc ça nous donne une relation du type MUW égale MUV rond MVW. Bon, si je n'ai pas du tout écrit les choses dans le bon sens au niveau des indices, mais le sens profond est là. Donc c'est ça, c'est ce qu'on appelle la condition de cocycle. Et donc, bon, la condition de cocycle, là, dans ce cas-là, on est en train de travailler avec des matrices. C'est du non commutatif, donc il faut être assez prudent avec le non commutatif. Mais ici, les FIJ, donc ce sont des fonctions donc, holomorphes à valeur dans C étoile. Et le produit des matrices, dans ce cas-là, est commutatif, c'est le produit des fonctions. Et donc, les psi-ij, c'est la condition de cocycle. Dit que, dans ce cas-là, que les psi-ij qui apparaissent ici, donc qui sont des fonctions inversibles définies sur UI inter UJ, les ouverts d'un recouvrement trivialisant mon fibré vectoriel, donc définit donc un élément de ce qu'on appelle la cohomologie de X à valeur dans le faisceau OX étoile. Alors, je ne vais pas me lancer dans de grandes explications sur la cohomologie. Mettons que là, ce que j'ai décrit, c'est soit ce que j'ai utilisé pour calculer la cohomologie, c'est la cohomologie de Čech liée à un recouvrement. Et en fait, inversement, si on prend un élément dans H1 de X ou X étoile, pour un recouvrement ouvert adéquat,
ça va être décrit par des fonctions de transition qui seront des fonctions holomorphes à valeur dans ces étoiles, définies sur les intersections UIJ, c'est-à-dire UI inter UJ du recouvrement. Et on va utiliser ces psi-ij pour construire un fibré en droite. Et la condition de code cycle, elle est cachée dans le fait qu'on veut définir un objet global et en fait on a cette condition de cohérence qui va nous garantir que c'est notre objet, qu'on n'a pas arrivé à une catastrophe liée à des problèmes de combinatoire. Voilà, donc la conclusion, c'est que là, ce dont je suis en train de vous parler, c'est un objet très important en géométrie algébrique, ou aussi en géométrie complexe. C'est ce qu'on appelle le groupe de Picard. Pic. Alors je mets Pic Anne, pour l'instant, de toute façon, on ne connaît que Anne, donc c'est peut-être pas très illuminant. Bon, donc c'est le groupe des fibrés en droite holomorphe sur la variété. Et ce groupe, eh bien, il est ici. Je veux dire, on a une formule, ce qui est très agréable parce que du coup, on sait le calculer en fait. Vous voyez, là, on est parti d'objets géométriques, des fibrés en droite, et en fait, on a vraiment une formule pour les décrire. Et donc, on sait le calculer bien grâce à ce qu'on appelle la suite exacte exponentielle. La suite exacte exponentielle, c'est une suite exacte de faisceaux. Donc, c'est simplement de dire que donc, voyez, C étoile par l'application exponentielle, c'est dominé par C, c'est l'exponentielle complexe. Et puis ici, j'ai Z que je mets dans C par la multiplication par 2IP. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est les fonctions à valeur là-dedans. Alors, ça peut être les fonctions continues ou les fonctions holomorphes. De toutes les façons, on va toujours parler de faisceaux de fonctions à valeur dans ces différents coefficients. Donc, au niveau des faisceaux, on a la suite exacte. Alors, il faut faire attention que cette suite est exacte au niveau des faisceaux, c'est-à-dire, par exemple, la surjectivité ici, c'est crucial de voir ce que dit cette suite exacte, c'est qu'elle est vraie localement. Si vous avez une fonction, que ce soit continue ou holomorphe, là, dans ce cas-là, c'est holomorphe, à valeur dans ces étoiles, localement, c'est l'exponentielle d'une fonction continue ou holomorphe. Et le reste de l'exactitude est absolument trivial. Donc, à l'aide de cette suite exacte, on a ce qu'on appelle une suite exacte longue, et du coup, on comprend quand même très bien, ça va venir assez vite, que notre H1 de x au x étoile, eh bien, il a une partie qui est topologique. On prend la suite exacte longue associée à ça. Donc, ici, on tombe dans H2 de xz. La flèche qui est ici, c'est ce qu'on appelle la première classe, l'application première classe de Chern, qui est en fait, manifestement, elle se factorise à travers H1 de x à coefficient dans le faisceau des fonctions continues inversibles. Donc, ce qu'on obtient ici, c'est des invariants topologiques des fibrés en droite. Et puis, par contre, ce qui vient là, c'est une information supplémentaire qu'on n'aurait pas si on gardait les fibrés vectoriels topologiques. Voilà. Donc en particulier, vous voyez que si vous avez une variété complexe pour laquelle ce groupe de cohomologie est trivial, eh bien les fibrés en droite holomorphes eh bien sont... Bon, alors évidemment, là ça continue. Bon. Donc là, c'est là qu'il y a des choses vraiment intéressantes qui se passent. Et prenez une variété où pour laquelle ces deux groupes sont triviaux, ça va venir tout de suite sous la forme de l'espace projectif. Eh bien, vous trouvez que le groupe de Picard, en fait, il est holomorphe, enfin le groupe de Picard des fibrés holomorphes, c'est la même chose que le groupe des fibrés inversibles continus.
et c'est entièrement classifié par la première classe de Chern. Voilà, donc bon, maintenant ça c'est... Bon, alors, il va sans dire que tout ce qui est fibré en droite inversible est très important. Mais maintenant, je me suis un peu écarté de mon sujet. Les premiers fibrés vectoriels holomorphes importants qu'on va rencontrer, ce sont les fibrés de forme différentielle. Donc, eh bien, donc, ça va être des... Donc, X est une variété complexe de dimension n. Le fibré oméga X, ça va être un fibré vectoriel holomorphe de rang n. Et comment il est présenté? Je vous ai dit, un fibré vectoriel, on va avoir des trivialisations locales. C'est très simple. Ces trivialisations locales elles vont être données par les coordonnées locales. Donc on a dit qu'on a nos cartes. UI, donc, qui est isomorphe ouvert de Cn. Donc ça va nous donner des fonctions venant de Cn qui sont nos coordonnées holomorphes locales. Et donc les différentiels holomorphes, bon, donc le fibré des différentiels holomorphes, eh bien, il est trivialisé dans ces ouverts-là avec la base des Z1 des Zn. Alors donc là, ça nous donne les trivialisations. Après, on doit, comme j'ai dit, pour un fibré, il faut connaître les trivialisations et il faut connaître les matrices de transition. Les matrices de transition, elles sont données par les règles usuelles de calcul différentiel. Donc, ce sont données par ce qu'on appelle les matrices jacobiennes. Donc, elles sont données par les matrices jacobiennes. Alors, de quoi dans quoi? Eh bien, quand on prend un autre ouvert de trivialisation, bon là, UI, c'est pas une bonne idée du tout. Donc, on va faire un truc comme ça. Donc maintenant on se donne un U' avec d'autres coordonnées holomorphes locales Z'1, Z'N. Eh bien, les nouvelles coordonnées sur l'intersection, donc sur U inter U', eh bien, les Z', ce sont des fonctions holomorphes des coordonnées ZI qu'on avait sur U. Et donc, on va écrire des Z' égale sigma de alpha ij. Donc, des ZI. Et bien sûr, les alpha ij, dans ce cas-là, on va dire c'est plutôt une notation, c'est delta Z' sur delta Zj. Et les alpha ij sont des fonctions holomorphes. Donc c'est là qu'on voit apparaître la matrice jacobienne, comme ça. Et donc, bon, alors, après évidemment, vérifier la condition de cocycle, mais c'est plus ou moins évident d'après la construction.
pourquoi je me suis précipitée sur ces faisceaux de différentiels holomorphes, c'est que ça va permettre enfin de se rapprocher du sujet du cours, à savoir la topologie. Enfin, le lien entre la topologie et la structure complexe. Donc, maintenant, on a un opérateur de... Oui, alors donc ce qu'on appelle le oméga xk, c'est la puissance extérieure km de oméga x. Bon, je ne l'ai pas dit, mais sur les fibrés vectoriels holomorphes, on a toutes les opérations dont on dispose sur les espaces vectoriels. Et donc, en particulier, puissance symétrique, puissance extérieure. Somme directe, ça va de soi. Donc on a ces fibrés et on a le différentiel extérieur. Bon, d'abord, on a le différentiel des fonctions. Bon, quand je prends f, une fonction holomorphe, eh bien, df, c'est une différentielle holomorphe. Donc, mettons, je fais comme toujours, hein, ce sera toujours local. Eh bien, donc la différentielle df, c'est vraiment la différentielle totale. A priori, ça vit dans l'espace des informes. Oui, j'aurais dû préciser, mais enfin, ça deviendra de plus en plus clair à l'avenir, que les formes différentielles qu'on voit apparaître ici, dans le faisceau des formes différentielles holomorphes, sont doublement particulières. Elles sont particulières par rapport à toutes les informes coefficients complexes que j'ai sur ma variété. Elles sont particulières d'abord parce qu'elles sont, comme on dit, de type 1,0. Bon, là, je fonctionnais un petit peu en accéléré, mais sur le fibré tangent d'une variété complexe, on a une structure complexe qui vient de fait que ma variété est localement homomorphe ACN. Et donc, comme il y a une structure complexe sur le fibré tangent, on peut parler de formes différentielles de type 1,0 qui seront tout simplement des formes différentielles C-linéaires sur le fibré tangent. Et les autres, enfin le conjugué complexe, c'est les formes différentielles de type 0,1 qui sont les formes C antilinéaires. Donc les formes différentielles holomorphes sont de type 1,0. Mais elles sont beaucoup plus que ça, elles sont à la fois de type 1,0 et holomorphes. Donc c'est ce qu'on a distingué ici. Ah oui, j'avoue que là je suis un peu en train de... Oui. Bon, là il y a une petite entourloupe, c'est ça. C'est une notion qu'on on finit par identifier ces deux objets au cours des années, parce qu'on a une équivalence de catégorie entre ici les fibrés vectoriels holomorphes et ici le faisceau associé des sections holomorphes. Bon. Il y a très clairement une équivalence de catégorie entre les deux, c'est parce qu'ils ont les mêmes... bon, là, de fibrés vectoriels, on associe le faisceau de ces sections holomorphes, hein, celles qui sont holomorphes, les sections qui sont holomorphes dans les trivialisations. Bon. Dans l'autre sens, si on part d'un... ici, il faut prendre évidemment ce qu'on appelle les faisceaux de OX module... de OX module libre. Eh bien, donc un faisceau d'OX module libre, il va avoir des matrices de transition et on va utiliser ces matrices de transition pour construire le fibré vectoriel. Et donc, oui, donc là, c'était pour vous dire que là, quand je parle de oméga x, c'est indifféremment le fibré ou le faisceau des sections, et en fait, c'est plutôt le faisceau des sections qui m'intéresse. Les sections, ce sont les formes différentielles holomorphes. Donc là, quand je dis fibré des différentiels holomorphes, c'était un peu vague. Dans la réalité, c'est le faisceau qui nous intéresse. Donc ce fibré des formes différentielles holomorphes,
il est contenu dans le fibré des formes différentielles, mettons C infini de degré 1, coefficient complexe, mais il est beaucoup plus petit. Alors la différentielle, donc, quand vous prenez votre fonction holomorphe, vous prenez sa différentielle totale, a priori c'est une informe sur U, mais en fait cette informe est holomorphe. C'est df égale sigma de delta f sur delta zi, dzi, et les delta f sur delta zi, vous écrivez votre fonction f, f de z1, zn, c'est une fonction analytique, c'est une série. Les delta f sur delta zi, vous les calculez en appliquant formellement à votre série entière l'opération de dérivée partielle, et ça marche. Donc ça vous définit d sur les fonctions, donc ça donne quelque chose comme ça. Bon, ça satisfait la règle de Leibniz. Voilà. Mais en fait, du coup, en étant cette différentielle de façon tout à fait formelle, on a un opérateur qu'on appelle de différentiel extérieur, de oméga xk dans oméga xk plus 1. Et alors là, on va le faire en coordonnées, pas se fatiguer. D de f des z1, enfin des zi1 extérieur des zk, eh bien, ce sera df extérieur des zi1 extérieur des zk. Alors, je ne vais pas vérifier que tout ça est cohérent, mais enfin bon, c'est comme ça qu'on... Et alors, c'est comme ça qu'on définit la différentielle extérieure, enfin, au moins qu'on la calcule en coordonnées. Donc, la première chose que je voulais montrer, parce que j'ai esquissé finalement, il y avait pas mal de définitions et pas de démonstrations, je ne sais pas bien. Je voudrais vous montrer le lemme de Poincaré holomorphe. Qui dit que vous avez je ne l'ai pas dit, mais comme les différentiels extérieurs, pour des raisons très simples de symétrie des dérivés, satisfont la condition d rond d égale 0, donc on obtient en fait un complexe, etc. Donc ça va s'arrêter à oméga x puissance n, qui est la puissance extérieure maximale. Donc n, toujours, c'est la dimension de x. Et ce que dit le lemme de Poincaré holomorphe, c'est que ce complexe, alors c'est un complexe, d rond d égale 0, ce complexe est une résolution du faisceau constant. Alors ce qu'on appelle le faisceau constant, c'est le faisceau des applications localement constantes. Donc il y a U associé, application, localement constante, la valeur dans C. Ce faisceau constant, on peut voir ça comme un faisceau de fonctions, une fonction particulièrement, pas dire pas intéressante, puisqu'au contraire c'est très intéressant, mais elles sont très bien, elles sont les fonctions constantes, elles sont continues, elles sont holomorphes, elles sont tout ce qu'on veut, elles sont contenues dans tous les faisceaux de fonctions qu'on peut imaginer. Et donc, alors que définition. Alors, oui, que veut dire cet énoncé? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un énoncé local. Alors, on n'y a pas pour la première partie. La première partie, c'est l'enseignement global. Ça dit que si j'ai f holomorphe sur U avec df égale 0
alors f est localement constante. Et ça, c'est trivial parce que c'est vrai beaucoup plus généralement, c'est du calcul infinitésimal standard, une fonction à différentiel nul. Puisque j'ai dit que la différentielle pour les fonctions holomorphes, c'était la même chose que la différentielle totale. Donc ça, il n'y a rien à démontrer. Mais l'autre chose que ça dit, c'est... Donc ça, c'est pour l'exactitude ici, là, ça nous dit ce que c'est que le noyau. Et l'exactitude dans les autres morceaux, ça nous dit que si alpha est une forme différentielle holomorphe de degré supérieur à 0, hein, donc à partir de là, le degré c'est 1, 2, etc. Et d alpha égale 0 entraîne que localement, alpha est de la forme d bêta avec bêta holomorphe. De degré, évidemment, pour la méthode degré k, on va peut-être le degré L. Et là, bêta sera holomorphe, degré L-1, bien sûr. Donc, encore une fois, c'est un énoncé local, donc degré bêta mettant sur un ouvert U contenu dans X. Hein. Et maintenant, quand je dis localement, c'est que peut-être qu'on a encore besoin de restreindre l'ouvert U et de regarder cet énoncé, montrer cet énoncé localement. Bon, alors comme c'est un énoncé local, eh bien sûr, on peut travailler dans des coordonnées, on va travailler dans des coordonnées holomorphes. Donc, coordonnées holomorphes, Z1, Zn. Donc notre alpha va s'écrire par définition sigma de alpha i de Zi. Donc c'est la notation en multi-indice. Donc I égale I1. Donc c'est des ensembles d'indices comme ça. Bon, les indices comme ça. Et donc ça, c'est des nombres compris entre 1 et n. Donc on pique les coordonnées, les d, et ici, il faut que les alpha i soient des fonctions holomorphes. Bon, alors le principe de la preuve qui marche pour toutes, marche aussi pour les autres formes de lemme de Poincaré, qui va marcher également pour la résolution de Dolbeault, c'est donc on a d alpha égale 0, on veut montrer que localement alpha est exact, donc par récurrence sur le plus petit, le plus petit, donc je ne dis pas de bêtises, j'ai dit degré L, oui, donc je me suis déjà trompé, donc ça, on va dire degré K. Hein. Voilà, forme différentielle holomorphe de degré K. Donc, sur le plus petit entier L, tel que dZL apparaît dans alpha. Ça veut dire que ma forme alpha va s'écrire dZL extérieur alpha prime, avec un alpha prime qui apparaît effectivement ici, plus alpha seconde. Et ici, dans alpha seconde, si je regarde tous les monômes qui apparaissent effectivement, c'est-à-dire où le coefficient alpha i est non nul ici, ce truc-là ne contient pas disons, de dz L' pour L' égale L jusqu'à n. Alors, comment on sait que d alpha égale 0 et dZL' n'apparaît pas dans alpha pour L' supérieur à L, on voit tout de suite que les alpha i, bon,
en appliquant la définition de la différentielle extérieure. Les alpha i qui sont holomorphes ne dépendent en fait que des variables z1, zl, c'est-à-dire qu'elles sont constantes en les coordonnées zl' pour L' supérieur à L. Et maintenant, il y a un petit lemme qui dit que si on a G de Z1, ZL, qui est une fonction holomorphe, donc une fonction holomorphe de Z1, ZL, alors localement, c'est défini sur un ouvert de Cl, alors localement, G égale delta F sur delta ZL, où eh bien, F est aussi holomorphe en Z1, ZL. Alors là, c'est archi facile parce que les fonctions holomorphes, ce sont des fonctions analytiques complexes. Pour intégrer une série, il n'y a rien de plus facile. C'est une opération formelle, vous jouez sur les coefficients. Et donc, c'est pour ça que le lemme de Poincaré holomorphe, en fait, c'est la forme la plus facile du lemme de Poincaré. Vous avez le lemme de Poincaré différenciable, le lemme de Poincaré holomorphe et le lemme de Poincaré delta bar, qui est en fait ce qu'on appelle le lemme de Dolbeault. Et à chaque fois, à un moment donné, on va avoir à faire intervenir ça. Mais c'est dans le contexte holomorphe que ce lemme-là est le plus facile. Parce que dans ce cas-là, on a des séries entières, on va intégrer, c'est très facile. Bon, ben, on va appliquer ce lemme à chacun des alpha i. Donc, appliqué aux alpha i qui sont ici. On va avoir alpha i égale delta beta i sur delta zl. Et donc, du coup, ça va nous donner une forme holomorphe bêta qui est sigma de bêta i des ZI. Alors, il me semble qu'il me manque. Voilà, c'est alpha prime, pardon. C'est alpha prime égale sigma de alpha prime i des ZI. Il faut faire attention que le degré de alpha prime, il est k-1. D'accord ? C'est plutôt les alpha primes qui vont intervenir ici. Non ? Et donc, une forme holomorphe bêta, qui est comme ça, est telle que, quand vous calculez le d bêta, il y a la première partie, ça va vous faire apparaître exactement ce terme-là. C'est la partie où vous dérivez par rapport à ZL. Voilà. Il y a certainement une erreur de signe, donc on va mettre un truc comme ça. Hein. Plus bêta prime. Et maintenant, ce bêta prime, il n'y a plus de DZL dedans. Et du coup, la conclusion, c'est qu'on a écrit notre alpha. Et bien, le terme en DZL extérieur alpha prime, il est là. Donc, c'est plus ou moins d bêta. Plus bêta prime, plus le terme alpha seconde qui est là. Voilà. Et donc là, c'est une forme exacte. Et là, il n'y a pas de DZL. Et donc, on peut continuer la récurrence. Voilà. Donc, et comme conséquence de ça, ah oui. Alors, je vous dis simplement, on va peut-être faire une petite pause de quelques minutes. Donc, corollaire.
Donc, quand on a X une variété complexe compacte, alors, eh bien, la cohomologie de X, le coefficient dans C, je ne vais pas définir ce que c'est que la cohomologie, mais il y a 36 manières de la définir. C'est la cohomologie des faisceaux. Pour les coefficients dansés, vous pouvez penser en termes de forme différentielle fermée, forme différentielle exacte. Ça peut aussi se calculer en termes de cohomologie de Čech. Mais bon, là, je pense que vraiment le mieux, c'est quand même le vrai outil, c'est vraiment celui de la cohomologie des faisceaux. Donc HK de X à valeur dans C, c'est la même chose que l'hypercohomologie de X à valeur dans ce qu'on appelle le complexe de Rame holomorphe. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Vous voyez, ici, on a juste un faisceau. Bon, donc je dis, on prend sa cohomologie, ça va être Čech, ou par exemple Čech, si vous voulez. Ici, on a tout un complexe. Alors, quand on a un complexe comme ça, donc on veut calculer son hypercohomologie. Alors, donc on a nos dérivés, donc phi et phi plus 1, etc. Pour calculer son hypercohomologie, eh bien, on prend des résolutions. Ben, le problème, c'est que en général, les termes eux-mêmes, bien sûr, ne sont pas acycliques. Donc, on va prendre des résolutions compatibles. Donc, FID. Donc, ce que j'appelle résolution compatible, c'est au sens où ici, on a. Alors, c'est pas tout à fait. Il faut. On va avoir des flèches DI comme des flèches horizontales et des flèches verticales, comme ça. Et puis, en général, on demande que D1 rond D2 égale moins D2 rond D1. C'est ça qu'on appelle des résolutions compatibles. Et ce qu'on veut ici, c'est que ce soit une résolution acyclique au sens de la théorie des faisceaux. Donc, pensez à des faisceaux de forme différentielle, de classe C infinie, des choses qui sont très molles, enfin très très loin, en tout cas des faisceaux qui apparaissent ici, c'est oméga x. Et donc, une fois qu'on a fait ça, on oublie celui-ci et on prend gamma, les sections globales. Voilà. Donc uniquement tout ce qui apparaît ici. Ça nous donne un complexe double. Et on prend le complexe simple associé. Parce qu'ici, on a deux différentiels et un bi-graduation. Donc, quand on prend le complexe simple associé, donc ici, on a D1, D2. Là, on va prendre le complexe AK, qui est obtenu comme ça en prenant les diagonales. On fait la somme de tous les termes de même degré. Et puis la différentielle, ça sera D égale D1 plus D2. Là, j'ai choisi les signes de façon qu'on n'ait pas à s'embêter. Et donc, ce qu'on appelle l'hypercohomologie, c'est maintenant la cohomologie du complexe simple obtenu comme ça. D'accord. Alors évidemment, après, il y a tout un tas de travail derrière pour montrer que tout ça est indépendant du choix des résolutions, mais ça, c'est les grandes idées de la cohomologie des faisceaux. Je vais peut-être faire une pause de quelques minutes maintenant et je reprendrai dans une dizaine de minutes pour